bienvenue à tout le monde. Donc, je m'appelle oui. Je m'appelle Lionel Régis Constant. Je suis président de Naonedia. Naonedia, c'est une association donc, de citoyens et d'acteurs autour de l'intelligence artificielle avec voilà, un fort aspect éthique. Et on essaye l'une de nos missions, c'est d'essayer d'expliquer un peu les enjeux éthiques, les enjeux économiques, parfois les enjeux aussi politiques autour de l'intelligence artificielle. Je travaille aussi pour Capacité. Capacité, c'est la filiale privée de l'Université de Nantes, en tant que responsable opérationnel pour des projets IA, mais aussi de réalité augmentée. Donc on travaille avec beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle au sein de l'université. Donc on essaie de faire un petit peu la jonction en fait, entre le monde universitaire et le monde privé. Voilà. IA et éthique, c'est une question qui est assez vaste. Il y a énormément de choses qui sont racontées autour de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui le pratiquent beaucoup, on préfère souvent parler de machine learning, parce que pour l'instant, les intelligences artificielles ne sont pas très intelligentes. Il y a deux types d'intelligence, on appelle les intelligences fortes et les intelligences faibles. Les intelligences faibles, par exemple, un bébé est capable de reconnaître assez rapidement un chat, il sait qu'il a deux oreilles, un petit museau et qu'il est tout mignon, mais s'il voit la moitié d'un visage, il va savoir que c'est toujours un chat, tandis qu'une intelligence artificielle, maintenant on a beaucoup amélioré la technologie, mais avant, quand il y avait des données qui étaient donc parcellaires, elle ne pouvait pas reconnaître un certain nombre de patterns, et donc il n'était pas capable donc, d'être vraiment, véritablement autonome. Qu'est-ce que l'éthique ? L'éthique, il y a deux sortes d'éthique. Il y a ce qu'on appelle l'éthique personnelle, c'est-à-dire votre système de valeurs. Qu'est-ce que vous considérez comme le bien ? Qu'est-ce que vous considérez comme le mal ? C'est aussi une branche académique donc de la philosophie qui s'intéresse aux principes moraux. Donc c'est surtout sur la Grèce antique, il y a eu un gros développement en fait, de la philosophie autour des notions d'éthique et d'essayer d'apporter un certain universalisme dans les valeurs, puisque en fait, on a cherché justement à ce que les gens en fait, aient des bases éthiques personnelles qui soient fondées sur des principes moraux qui puissent s'appliquer à tous. En quoi l'éthique s'associe à l'IA ? Alors plutôt que de faire une présentation générale, j'ai essayé de vous montrer quelques cas. Ça peut être des problèmes, mais ça peut être aussi des solutions qui sont autour de l'IA. Il y a en fait donc énormément donc, de fantasmes qui sont autour de l'IA. Il y a la moitié des gens qui disent « Ah, c'est la fin du monde, il ne va plus y avoir de boulot, il va y avoir des robots tueurs ». Et la moitié des gens qui pensent « Oui, de toute façon, votre truc, c'est à moitié du pipeau marketing, ça ne fonctionne pas vraiment ». Comme d'habitude, la vérité est un petit peu au milieu. Premier aspect, donc je vais essayer de prendre voilà, aspect après aspect, essayer de discuter un petit peu autour de ça, de voir quels sont des cas qui peuvent être concrets, quels peuvent être les avantages et les inconvénients de cette technologie et comment est-ce qu'on peut discuter en fait en tant que citoyen. L'idée étant qu'on n'a pas besoin d'être technicien, on a besoin d'être informaticien ou mathématicien pour comprendre les enjeux de l'IA. Et l'un des buts de cette présentation, c'est de faire réaliser à tout le monde qu'en fait, en tant que citoyen, il est extrêmement important d'avoir une opinion sur cette technologie, de savoir ce qu'elle peut amener et de savoir aussi quels sont les dangers éventuels. Première chose, c'est la déconnexion de la prise de décision de l'être humain. La déconnexion de la prise de décision de l'être humain, c'est quelque chose en fait, auquel on fait face tous les jours. En fait. Tous les jours, on va avoir une machine qui va pouvoir vous dire oui ou qui va pouvoir vous dire non. Un exemple tout bête, vous allez dans un magasin, vous mettez votre carte de crédit, une machine aura le pouvoir de vous dire oui ou le pouvoir de vous dire non. Alors quand c'est des décisions qui sont assez binaires, je suppose que si c'est non pour la carte de crédit, c'est qu'en en fait on a regardé que vous avez dépassé votre solde et vous n'avez pas le droit de dépenser de l'argent supplémentaire. Mais les choses deviennent beaucoup plus compliquées lorsque les problèmes induisent des facteurs qui sont multiples et lorsqu'il y a énormément de choses qui sont prises différemment. Donc évidemment, tout ce qu'on appelle l'automatisation de la décision, c'est un énorme avantage, c'est que en fait, il va y avoir donc une augmentation vraiment de l'efficacité et de la productivité en termes économiques. C'est-à-dire qu'on va se dire que cette décision, une machine peut la prendre
et donc il va y avoir une meilleure efficacité donc, au niveau du système. Le problème, c'est la perte de responsabilisation. Donc cette perte de responsabilisation, on peut l'avoir à différents niveaux. Si on pousse les choses à l'extrême, on est en train de parler en ce moment de systèmes, par exemple, militaires autonomes. Les systèmes militaires autonomes, ce serait donc des systèmes qui pourraient, lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies, pour pouvoir donc faire feu sur un être humain, et donc éventuellement de tuer quelqu'un. Donc ça, c'est un exemple qui est un petit peu extrême, mais il y a d'autres exemples voilà, qui le sont beaucoup moins. Est-ce qu'un système autonome et une intelligence artificielle auraient le droit, par exemple, de vous donner une réponse automatique sur vous avez le droit de prendre un emprunt bancaire ou pas? Voilà, c'est un certain nombre de décisions qui commencent à être prises de plus en plus par des machines. Et l'un des problèmes éthiques, c'est donc la déresponsabilisation de l'être humain. Jusqu'à quel niveau en fait l'être humain est prêt en fait à donner le pouvoir de décision à une machine. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de seuil, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'un certain nombre de tâches simples peuvent être facilement automatisées, va augmenter donc la productivité du système, et il y a un certain nombre de décisions qui vont elles-mêmes nécessiter donc l'approbation d'un être humain. On peut voir ça aussi souvent dans les systèmes médicaux, par exemple, où il peut y avoir, voilà, j'ai entendu souvent par exemple l'exemple comme quoi les radiologues dans les 10 prochaines années auraient plus de travail parce qu'en fait un algorithme de machine learning en computer vision va pouvoir analyser une radio d'une manière beaucoup plus fine qu'un être humain. Mais c'est là que l'effet de seuil peut intervenir. On peut dire aussi que l'être humain, justement, va avoir une masse d'informations qui va être supplémentaire et qu'un radiologue, par exemple, aura la possibilité de faire des examens complémentaires, de faire plus de radios, de regarder les choses sous un angle différent, d'avoir peut-être plus de temps pour pouvoir après faire une liaison avec un médecin, traitant, etc. Donc le premier problème, c'est cette perte de responsabilisation et qui doit être mis un peu en équilibre avec l'augmentation de la productivité d'un système. Un autre problème de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire. L'effet boîte noire, bon, il y a différents types de machine learning. Il y a par exemple les réseaux bayésiens, qui sont des réseaux probabilistes graphiques, qui sont donc basés vraiment sur des statistiques et essayer de trouver des signaux faibles à l'intérieur de données. Mais le type de machine learning voilà, qui domine la technologie depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. Donc les réseaux neuronaux, en fait, il va y avoir un certain nombre de nodes ou de points d'intersection, chacun avec des coefficients. Et en fait, on va déterminer que voilà, pour tel ou tel type de problème, on va donner un coefficient important pour tel ou tel aspect de la donnée. Et à la fin, en fait, on a ce qu'on appelle des couches de coefficients, donc des couches. En fait, ça imite un petit peu le fonctionnement d'un cerveau humain. Et ce système, en fait, de décision va être tellement complexe qu'en fait, il est un peu impossible pour un être humain, en fait, d'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du réseau neuronal et d'où vient exactement la décision. Donc, pour reprendre, par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'emprunt bancaire. Donc vous allez voir une banque, la banque va faire tourner vos données à travers d'un algorithme, donc elle va regarder voilà, combien vous gagnez, quelles sont vos habitudes de dépenses, est-ce que vous avez été en rouge régulièrement pendant les 2 dernières années, etc., etc. Et là, la machine va donner une réponse en disant bah, écoutez, vous pouvez emprunter que 20 000 € alors que vous demandiez 50 000, ou alors la machine dit non, vous pouvez emprunter 0 €. On ne pense pas que vous êtes un très bon client. Le gros problème avec ça, c'est que si vous demandez, en fait, en tant qu'être humain, vous avez le droit de demander pourquoi, quel est le processus en fait, derrière cette prise de décision. Et dans le cas d'un réseau neuronal, ça va être extrêmement compliqué à expliquer. À un tel point qu'il y a une branche de l'IA, d'ailleurs, où en fait, ce sont des IA qui essaient d'expliquer le fonctionnement d'autres IA. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire. L'autre problème de l'effet boîte noire, c'est aussi pour les industriels, par exemple. Je prends un exemple. Je sais que Airbus est en train de travailler, voilà, ils ont demandé à une intelligence artificielle de calculer quelles seraient les formes et des matériaux qui seraient idéaux pour la carlingue d'un avion. Donc on rentre énormément de données, c'est quoi la pression atmosphérique, les vibrations,
la longueur, le poids, le taux de déformation, etc. Donc il y a des données qui sont extrêmement précises, qui vont être donc des données qu'on va rentrer en entrée. Et donc l'IA a calculé voilà, une forme qui était assez originale, qui était un petit peu en forme de toile d'araignée. Comme quoi les araignées ont une certaine expérience sur faire des structures à la fois souples et solides. Mais le gros problème, voilà, l'un des gros problèmes de ce projet, par exemple, c'est que même si on a trouvé une structure en fait, pour la carlingue qui a été calculée par une IA qui semble être beaucoup plus efficace qu'une structure qui soit calculée donc, par des humains avec l'aide d'ordinateurs plus classiques et de logiciels plus classiques, pour avoir une certification au niveau de l'aéronautique, qui est quand même un type d'industrie où les notions de sécurité et de certification sont un petit peu au cœur du projet, il faut pouvoir expliquer ces choix technologiques. Pourquoi est-ce qu'on emploie telle matière, telle forme par rapport à telle autre. Et donc voilà, on se retrouve face à des notions où voilà, la technologie parfois difficilement explicable. Et dans un monde où il va y avoir de plus en plus, par exemple, de choses comme l'impression 3D dans l'industrie, créer des pièces à partir d'une IA, si ces pièces doivent être certifiées, ça pose un certain problème, des problèmes qui peuvent être relativement importants. Un autre aspect aussi qui est un petit peu plus, on va dire, moral et humain, c'est ce qu'on appelle la répétition des biais cognitifs. Les biais cognitifs, il y a de multiples biais hein, chez les êtres humains. J'en ai noté quelques-uns, comme par exemple les biais culturels. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de valeurs qui peuvent être transmises soit dans la culture à travers la famille, soit dans la culture du pays dans lequel on vit. Et donc on va considérer qu'il y a un certain nombre de choses qui sont bonnes, un certain nombre de choses qui sont mauvaises. Il peut y avoir des biais physiques. Les biais physiques, ça sonne pas très sympa comme ça dès le départ, mais en fait tout le monde en a. Des biais de confirmation. Les biais de confirmation, c'est lorsque on a une croyance et que en fait on va s'intéresser que aux informations qui vont renforcer les croyances qu'on a déjà. Le biais de confirmation, c'est l'un des biais qui a le plus le vent en poupe, si j'ose dire, par exemple dans les réseaux sociaux. Facebook, à partir de 3 likes, ça peut être sur n'importe quel sujet, généralement entre 90 et 95% de savoir, par exemple, quelles sont vos opinions politiques. Ils ont fait une étude là-dessus. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très à gauche ou très à droite, vous aurez du contenu que très à gauche ou très à droite. Si vous êtes intéressé par l'écologie, vous aurez que du contenu sur l'écologie. Le but pour Facebook, il est assez simple, c'est que vous passiez le maximum de temps sur l'application pour voir le maximum de publicité. Donc plus vous avez de données sur les gens, plus vous connaissez leurs croyances, plus les gens pourront être susceptibles d'être atteints de ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire d'avoir seulement des informations qui confirment ce en quoi ils croient déjà. Les biais conservateurs, c'est des biais qui vont vous faire penser que ce qui était cru avant, ce qui était un petit peu ce qu'on appelle la tradition, c'est toujours mieux que ce qui arrive maintenant avec les nouvelles opinions. Donc voilà, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que absolument tous les êtres humains ont des biais cognitifs. On pense que voilà, qu'on est quelqu'un, on n'est pas raciste, on n'est pas conservateur, on n'est pas ci, on n'est pas ça, mais absolument tout le monde en fait est exposé à des biais cognitifs et tout le monde est influencé par ces biais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces biais cognitifs, ils sont liés en fait, ils sont un petit peu inscrits dans nos gènes. C'était lorsque voilà, les humains vivaient dans des environnements qui étaient beaucoup plus dangereux, en fait, ils devaient savoir très rapidement délaisser certaines informations en disant qu'elles étaient fausses, pour prendre d'autres informations en disant qu'elles étaient vraies, pour pouvoir améliorer leur survie. Donc par exemple, ils étaient dans une tribu qui allait leur dire, voilà, si vous allez près de tel endroit, c'est un endroit qui est dangereux, donc soit on y croyait, soit on n'y croyait pas. Mais le fait de pouvoir choisir sans forcément avoir un processus de réflexion derrière, ça pouvait augmenter donc la survie chez les êtres humains. Donc tout le monde en fait a des biais cognitifs. Donc le plus important, c'est pas forcément de ne pas en avoir, parce que ce n'est pas possible. Le plus important, c'est de savoir quels sont ces biais cognitifs. Pour donner un autre exemple, ils ont fait tourner des algorithmes, pas mal d'algorithmes au niveau des ressources humaines. Les ressources humaines et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est en plein essor.
Et là, c'est typiquement le genre de technologie où, lorsqu'on parle de RH plus IA, où les notions d'éthique sont extrêmement importantes. Donc ils ont fait tourner par exemple un certain nombre d'algorithmes, mais aussi des études qui ont été faites, qui ont montré par exemple que l'un des premiers freins au recrutement d'une personne, alors on pensait que ça pouvait être des prénoms étrangers, le fait que ça pouvait être une personne et pas de diplôme, voilà tous les biais négatifs qu'on peut avoir sur une personne. Mais en fait ils ont trouvé que l'un des premiers biais négatifs c'était l'obésité. Ça, on s'y attendait pas trop, que les gens, la plupart des gens avaient une réaction en disant, voilà, quelqu'un qui est obèse, c'est quelqu'un qui est paresseux, qui sait pas bien travailler, etc., etc. Et donc, voilà, tous ces biais cognitifs, en fait, il faut être conscient de ses propres biais, savoir lutter contre ses propres biais. Et ça, c'est un processus qui est véritablement éthique. Donc, pour reprendre l'exemple des ressources humaines, ce que j'appelle donc la répétition des biais cognitifs, Amazon a été l'une des premières sociétés à faire tourner des algorithmes pour effectuer des recrutements. Ils se sont rendus compte assez rapidement qu'en fait, ils faisaient que répéter et optimiser la structure des employés qu'ils avaient déjà. Donc, ils avaient quasiment que des hommes entre 24 et 32 ans, je crois, des hommes blancs qui venaient de telle ou telle université. Donc il y avait moins de femmes parce que les femmes qui étaient relativement jeunes pouvaient tomber enceintes. Il y avait moins de minorités parce qu'on pensait qu'il y avait des minorités qui allaient moins bien réussir au sein d'Amazon, etc. Donc ils ont fait que optimiser quelque chose qui était déjà existant. Donc ils ont dû reprendre le système à l'envers et mettre un certain nombre d'impératifs de recrutement pour essayer d'assurer la diversité au sein de leur recrutement. Parce qu'il y a encore de nombreuses études qui ont été faites disant que lorsqu'il y a un peu de diversité dans son recrutement au sein d'une entreprise, ça amène une richesse, ça amène des nouveaux points de vue, ça amène des nouveaux types d'informations, particulièrement lorsqu'on est dans une industrie ou des services qui sont assez dynamiques, et que ça amène une vraie richesse à une entreprise. L'influence sur le jugement. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu lié à ces biais cognitifs. Donc l'influence sur le jugement, on est en train de parler de plus en plus de l'intelligence artificielle dans les systèmes légaux. Alors c'est encore un petit peu nouveau, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà faites, où il y a des systèmes d'IA qui vont faire des analyses sémantiques, par exemple sur des textes de loi, et qui vont commencer à indiquer est-ce que tel ou tel aspect, par exemple, nous on avait un client qui faisait beaucoup de veille juridique, et il commence à avoir des possibilités logicielles pour dire que telle décision va être en accord avec tel ou tel texte juridique ou ne va pas être en accord. Bon, ça c'est un bon exemple, puisque en fait au niveau de la loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi, mais il y a aussi l'interprétation. Et la partie d'interprétation, c'est au niveau juridique, c'est la partie en fait qui évolue le plus. C'est-à-dire de pouvoir noter en fait tous les commentaires des différents tribunaux et de pouvoir donner une perspective en fait sur des jugements. Les jugements, c'est pas forcément en termes juridiques, également, ça peut être simplement des jugements sur des processus décisionnels. Alors l'impact sur le marché du travail. L'impact du marché du travail, donc il y avait, je crois, 24% des Américains qui pensaient que leur travail avait une chance de disparaître dans les 5 prochaines années dû à l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent en fait dans la littérature, en fait, qu'elle soit pour ou contre l'IA. C'est l'impact sur le marché du travail. Donc j'ai organisé un petit duel à la slide prochaine entre deux personnes qui ont des opinions assez différentes là-dessus. Le premier, c'est Schumpeter. Schumpeter, c'est un économiste qui est à la base de la théorie de la destruction créatrice. En fait, qui explique que l'initiative privée en fait, doit être au cœur de l'innovation des entreprises et que lorsque un type de travail disparaît, d'autres types de travail peuvent apparaître.
Ces études, en fait, elles sont beaucoup liées en fait, à un raisonnement historique. On voit, par exemple, entre le passage entre la révolution agricole, qui a permis en fait, aux humains de créer des villes et donc la civilisation. Et ensuite, la révolution industrielle, où en fait, les paysans en fait, ont bougé des campagnes jusqu'aux villes pour devenir ouvriers. Et donc, il y a énormément de force de main-d'œuvre en fait, qui a été supprimée donc, dans les campagnes et qui a été recréée dans les villes. Keynes, par contre, Keynes, il est plus connu pour voilà, l'influence, en fait, l'intervention de l'État dans l'économie, que ce soit en système d'un point de vue budgétaire, mais là, ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est qu'il parle aussi pas mal d'innovation. Et pour lui, en fait, pour Keynes, l'État doit avoir un rôle absolument déterminant dans l'initiative privée. C'est-à-dire que l'initiative privée, elle ne vient pas forcément seulement des entreprises. Elle peut être aussi avoir un but, en fait, d'avoir un certain développement humain comparé avec des politiques qui doivent être intégrées. Donc, donc par exemple, pour Keynes, l'idée voilà, de destruction créatrice, elle n'est pas toujours vraie. Alors, l'un des problèmes du raisonnement de Schumpeter, c'est qu'avoir des paysans qui se retrouvent dans des usines, c'est relativement facile, parce qu'en fait, le transfert de compétences, en fait, il est assez facile à organiser quand on devient ouvrier. Généralement, enfin, surtout au tout début de la révolution industrielle, ça ne demandait pas des compétences qui étaient extrêmement fortes. Maintenant, si vous expliquez à un chômeur qu'il faut qu'il se mette au JavaScript pour pouvoir trouver un boulot, ce n'est pas forcément transférable à toutes les personnes. Et donc, voilà, moi, par exemple, c'est mon opinion de penser que la destruction créatrice, certes, la destruction de certains emplois, ça va en créer d'autres, mais la question est de savoir, est-ce que ça va en créer autant ? Donc voilà, il y a tout un tas de théories, et donc ça s'accorde ou pas, c'est une opinion qui, en fait, qui est assez politique, mais qui va revenir de plus en plus sur le devant de la scène. La question essentielle étant, avec l'automatisation des tâches, la disparition d'un certain nombre d'emplois, est-ce que voilà, on va recréer des types de sociétés où en fait on oublie un petit peu l'idée de plein emploi? Il y a un certain nombre de personnes qui vous disent que le plein emploi, en fait, ça n'existera plus, c'est terminé. Il y a même des gens qui pourraient éventuellement dire que ça n'a jamais trop existé avant, à part pendant les 30 Glorieuses. Et est-ce qu'on va prendre cette chose en considération, ou est-ce qu'on pense qu'à chaque fois que le marché peut recréer encore plus de nouveaux emplois? Voilà, c'est une question avec une forte connotation politique et qui va être un petit peu au centre voilà, de nombreux débats. Et donc c'est quelque chose voilà, que les citoyens devraient pouvoir assimiler pour se faire leur propre opinion par rapport à ce sujet-là. J'en avais parlé un tout petit peu au tout début de la présentation. Le dernier point, c'est sur les systèmes autonomes. Donc les systèmes autonomes, j'avais pris l'exemple qui était un petit peu extrême, donc d'un système d'armes automatique qui pourrait donc se déclencher sans intervention d'un être humain. Mais c'est quelque chose qui est en train de venir en fait sur le devant de la scène extrêmement rapidement. Donc le cas le plus connu, c'est la voiture autonome. Quel doit être le comportement d'une voiture autonome? Le MIT a fait une initiative qui est assez célèbre, qui s'appelle la Moral Machine, où en fait on va demander à des êtres humains de faire un choix entre deux possibilités. Donc les choix peuvent être relativement simples. Donc là vous avez un exemple en fait où il y a une voiture autonome avec 4 personnes. Donc soit la voiture autonome arrive face à une situation en fait qui est inhabituelle. Et en fait, soit elle continue, elle n'a pas vraiment. Donc l'idée étant que la voiture n'a pas vraiment le temps de freiner. Soit elle va tout droit et elle va tuer les charmants petits chiens. Ou soit elle va partir sur le rempart en béton qui est sur le côté et elle va tuer donc tous les occupants du véhicule. Donc pour un être humain, la décision généralement elle est assez simple. Malgré que ça soit fait en microsecondes, en fait, on a tendance à prouver que si on ne voit pas des êtres humains en face de soi, les êtres humains vont instinctivement, en fait, ils vont continuer tout droit et ils vont écraser les pauvres toutous.
Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué? Là, c'est un couple, une famille qui traverse avec des enfants. Donc soit la voiture continue tout droit et elle écrase les enfants, soit la voiture part donc sur sa gauche et elle tue tous les occupants de la voiture. Donc ça, c'est une vraie considération actuelle, puisqu'en fait, bon, pour l'instant, les voitures autonomes, elles marchent plutôt très bien dans des environnements qui sont assez contrôlés. Je sais que par exemple, la Google Car a fait quasiment, je sais pas, 100 000 ou 200 000 miles sans aucun problème. Il y a aussi voilà, Tesla qui a pas mal développé de systèmes autour de ça. Il y a déjà eu quelques accidents. En fait, quand on regarde les statistiques, les accidents sont extrêmement médiatisés. Alors que si vous avez un carton juste à côté de chez vous, je ne pense pas que les journaux vont vraiment en parler. Donc a priori, voilà, une voiture autonome conduirait mieux qu'un être humain. La plupart des accidents sont dus à des erreurs humaines. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand la machine doit faire un choix? Un humain va forcément faire un choix lorsqu'il est face à une situation extrême. C'est un choix qui va être instinctif, là on est dans une situation où on est un petit peu à haute vitesse. Et donc, voilà, généralement, dans ce cas-là, la plupart des gens, je ne me souviens plus exactement du chiffre, vont choisir de se scratcher contre le remblai en béton. Donc l'histoire de la moral machine, voilà, elle a été extrêmement développée par le MIT. Vous pouvez aller voir sur le site du MIT, Moral Machine, où on commence à poser des scénarios de plus en plus compliqués. Mais qu'est-ce qui se passe si on rajoute ci, s'il y a une femme enceinte au lieu d'une femme tout court? Qu'est-ce qui se passe s'il y a ci, s'il y a ça, etc. Pour voir voilà, quelles seraient les décisions qui seraient faites par des êtres humains. Donc ça intéressait aussi le MIT d'avoir ce type de données pour essayer de voir si elles pouvaient être programmées donc, au sein d'un véhicule. C'est aussi un problème intéressant parce qu'il pose énormément il y a énormément d'implications à plusieurs niveaux. Si vous avez, quel que soit le scénario, si vous avez un accident avec un véhicule autonome qui est en train de conduire un véhicule autonome, qui est responsable de l'accident? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas repris la main éventuellement au sein de la voiture? Est-ce que c'est le fabricant de la voiture qui est responsable? Est-ce que c'est le développeur du logiciel et des algorithmes qui est responsable? Et ça, c'est une question qui est absolument fondamentale, parce que si jamais on a un accident, que par exemple on renverse un être humain, et que donc il y a une notion de dommage physique qui est extrêmement importante, jusqu'à tuer quelqu'un, etc., et qu'il doit y avoir des dommages et intérêts, qui va les payer? Et ça, pour une industrie automobile, c'est une question qui est absolument centrale. Donc pour l'instant, le statu quo est que, par défaut, la voiture cherche toujours de préserver la vie du conducteur. Donc quel que soit le cas. Donc là, dans ce scénario-là, on dit au revoir à la petite famille, et donc on continue à rouler tout droit. Mais voilà, c'est une question qui va se poser. Alors les véhicules autonomes, il reste encore quelques années, puisque c'est extrêmement difficile, voilà, ces questions légales et les questions techniques pour une voiture de rouler dans des environnements où il peut y avoir des piétons qui traversent au dernier moment en face d'une voiture, où il peut y avoir des animaux, où il peut y avoir plein de choses, donc un centre-ville. Mais la technologie semble évoluer de manière assez favorable, voilà, pour avoir des voitures autonomes dans des conditions qui sont un petit peu plus réglementées. Par exemple, on pourrait imaginer un futur relativement proche où il y aura des véhicules autonomes, par exemple, qui vont sur des périphériques, etc., qui peuvent vous déposer à une porte et ensuite prendre des transports un petit peu plus doux. Voilà, donc c'est une solution qui pourrait être faite à relativement moyen terme. Un autre aspect de l'éthique et de l'IA, c'est l'automatisation de la sécurité. Bon, ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Alors il y a les présidentielles l'année prochaine, donc tout le monde parle de sécurité. Et quand on parle de sécurité, l'IA a un rôle assez central dans les notions de sécurité. La vraie question éthique, c'est quelle est la limite entre la sécurité et la surveillance? Donc je pense que tout le monde voit un petit peu la différence entre les deux termes. Quand on parle de sécurité et d'IA, on parle généralement de caméras qui sont connectées. Donc pour l'instant, pour donner un exemple, la municipalité de Nantes, il y a de nombreuses caméras donc, de sécurité dans la ville de Nantes.
Mais ils ont choisi voilà, de ne pas avoir de système de reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de système informatique qui vont pouvoir détecter la présence d'un individu particulier. Donc là, on est dans une surveillance par vidéocaméra qui est beaucoup plus classique. Vous pouvez avoir un être humain avec 15 écrans et qui va regarder, et qui peut voir. Voilà. Un humain peut prendre la décision d'ailleurs de suivre une personne en particulier, donc de la reconnaître, mais il ne va pas y avoir d'algorithme donc de reconnaissance. La mairie de Nice, par exemple, a pris l'option inverse, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître des gens à travers des systèmes de computer vision. Ces systèmes deviennent d'ailleurs tellement efficaces que même si on a un masque, si on a un foulard, si on a un chapeau, ils peuvent généralement reconnaître très bien les gens. Donc il y a certains activistes d'ailleurs qui ont fourni des plans de masques avec des angles un petit peu bizarres qu'on peut se mettre et qui sont faits pour que les algorithmes aient du mal à reconnaître les gens. Mais c'est un vrai problème éthique et c'est quelque chose auquel chaque citoyen aussi doit pouvoir avoir un avis là-dessus. Et l'avis, en fait, il est difficile à être tranché. C'est pas forcément un avis les caméras c'est mal ou alors les caméras c'est tout bien. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, si on pourrait imaginer avoir un système où on a une liste de terroristes qui sont bien identifiés et donner ça à des algorithmes, ce qui fait que quand ils rentrent sur le territoire ou dans certains endroits qui sont vraiment dangereux, où il pourrait y avoir de nombreuses victimes, ils pourraient être reconnus. Ça, on pense que sans doute 90% des gens, ou peut-être 95% des gens, seraient d'accord pour faire ça. Est-ce qu'on va étendre ce système à des meurtriers? Sans doute qu'il y aura encore une majorité pour faire ça. Est-ce qu'on va étendre ça à des gens qui ont volé des voitures? Est-ce qu'on va étendre ça, etc. Donc ça, c'est vraiment un problème éthique qui va se poser. Et là aussi, pareil, c'est des effets de seuil. Jusqu'à où, en fait, on va autoriser ça? On a retrouvé cette notion-là assez récemment avec une controverse avec Apple. Apple a décidé en fait, de mettre des algorithmes de reconnaissance au niveau de leurs serveurs de photos, qui sont d'ailleurs sur des serveurs d'Amazon, bref. Donc quand vous prenez des photos avec votre iPhone et que vous avez décidé de synchroniser vos photos avec le cloud d'Apple, il y aurait donc un algorithme qui serait capable de détecter si jamais il y a des photos qui sont à un caractère pédophile. Donc voilà, c'était une manière pour Apple de lancer un message qui pensait assez positif. Voilà, Apple lutte contre la pédophilie. Et donc, on n'utilisera pas, si on veut faire ce genre de choses, mieux vaut acheter un Android. Mais finalement, la controverse était assez intéressante, puisqu'en fait, il y a eu de nombreuses personnes qui ont dit ok, le but de ce que vous essayez de faire, c'est quelque chose qui est positif, mais ça va ouvrir la porte à des systèmes de surveillance qui pourraient nuire en fait aux êtres humains. Et donc là, pour l'instant, Apple a fait machine arrière et a décidé de ne pas faire ce genre d'algorithme donc sur les photos qui sont prises à partir d'un iPhone et qui sont synchronisées avec leur cloud. Il y avait de nombreuses personnes aussi qui ne se sentaient pas à l'aise de savoir que toutes les photos qu'ils uploadaient étaient soumises à du machine learning. En même temps, lorsque vous uploadez des datas sur Internet, quelles qu'elles soient, il y a des fortes chances que quelqu'un, à un moment, les utilise à des fins diverses et variées. Mais comme c'était Apple qui met toujours en avant le respect de la vie privée, etc., qui essaie d'avoir une certaine image, la controverse a beaucoup gonflé récemment. Donc l'IA, ça nécessite une information et des débats à destination des citoyens. Donc c'est un petit peu le rôle de notre association, c'est de pouvoir parler avec des gens avec des profils qui sont très différents. Des fois on peut parler avec des start-upers, avec des industriels qui ne savent pas comment c'est un projet IA, on peut les orienter vers des partenaires. Ça peut être des écoles et essayer d'apprendre à des adolescents les rudiments de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi juste de l'acculturation, essayer d'expliquer un petit peu quelles sont les étapes d'un projet d'IA ou qu'est-ce que c'est les data, quelles sont les implications éthiques de cette technologie. Donc il y a déjà de nombreuses associations professionnelles qui sont là pour essayer de promouvoir l'IA au niveau du business. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une vraie approche citoyenne par rapport à ça et d'avoir des gens qui sont prêts à donner un petit peu de temps
pour essayer d'expliquer voilà, ce genre de choses à des publics qui peuvent être très hétérogènes. Hein. Des fois, on parle avec des gens qui sont très techniques, d'autres, des fois, des gens qui ne le sont pas du tout. Et donc, l'une des premières décisions en fait, de Naonedia, c'était de produire une charte éthique qui nous semblait un petit peu intéressante. Je crois que j'ai plus trop de temps, donc j'en parlais assez rapidement. Et qui voilà, pouvait constituer une plateforme un peu intéressante, que ce soit pour des individus ou pour des entreprises. La première notion, c'est la notion de transparence. Donc nous condamnons tout traitement de données en dehors du domaine public qui s'effectuerait sans consentement des individus. Pour donner un exemple, voilà, il y a eu un projet qui était qui était organisé par Naonedia, qui était pour essayer de réduire le gaspillage alimentaire au sein des cantines. On en parlera un petit peu plus à 11h si vous voulez avoir un petit compte rendu des différents projets de l'association. Et voilà, par exemple, pour ce projet-là, c'était important, c'était de bien établir le consentement en fait, des utilisateurs et leur expliquer que certaines de leurs données en fait, allaient être utilisées pour essayer d'optimiser voilà, les ressources alimentaires dans les cantines et essayer d'éviter du gaspillage. Le décloisonnement, c'est le caractère indissoluble des algorithmes. C'est en fait l'idée qu'un jeu de données doit pouvoir servir seulement à une seule tâche. C'est-à-dire que si vous avez un jeu de données pour améliorer ou optimiser tel ou tel processus, on ne pourrait pas vraiment utiliser ce jeu de données pour améliorer un autre processus sans avoir au moins un certain consentement de l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Pour donner un exemple, par exemple, très concret, si vous développez un algorithme pour savoir quelles sont les chances qu'une personne ait un cancer, par exemple, pour la personne, c'est effectivement très important comme information, donc c'est plutôt utile. Mais si vous donnez accès, par exemple, à cet algorithme à une compagnie d'assurance, par exemple, ils vont trouver ça aussi extrêmement intéressant, mais ça va être en votre défaveur. Donc voilà, l'idée, c'est donc qu'un jeu de données doit appartenir à un seul type d'application. La responsabilité, donc, c'est la traçabilité des accès et de faire en sorte qu'en fait que les accès à vos données soient seulement utilisés par des partenaires de confiance. Donc ces partenaires de confiance devraient être énumérés pour tout projet IA et on devrait documenter qui a accès aux données et à quel niveau. L'éthique, donc l'éthique, on vient d'en parler. Donc voilà, c'est l'idée aussi que les algorithmes devraient servir l'intérêt général et parfois l'intérêt particulier et d'éviter le maximum de problèmes éthiques. Le respect de la vie privée par construction, donc c'est privacy by design, comme on dit en anglais. C'est l'idée dès le départ, lorsqu'on va construire un algorithme, il y a énormément d'éléments différents dans un projet IA. Il y a des silos de data, il y a des modèles qui tournent sur des serveurs, il y a également des systèmes de filtrage de données, etc. D'essayer de faire en sorte que voilà, tous ces systèmes, dès le départ, soient conçus pour éviter des fuites concernant les données, particulièrement si ça concerne la vie privée des individus. La gouvernance, c'est l'idée aussi que, pour reprendre par exemple l'idée de l'emprunt bancaire que j'avais mentionné un petit peu avant, c'est que si jamais vous êtes face à une décision qui est prise par une IA et que vous la contestez, que vous puissiez faire appel à une tierce partie qui soit vous explique ou soit qui puisse donner des indications un petit peu sur, voilà, sur comment est-ce que les choses ont été faites. Une espèce de faire une cour d'appel, ça serait peut-être un grand mot, mais voilà, essayer d'avoir au moins un système, enfin une gouvernance un petit peu externe pour expliquer les choix qui ont été faits. Et dernier point, c'est la culture scientifique et technique. Donc c'est l'idée voilà, de diffuser en fait, la technologie, quelles ont été les priorités qui ont été faites sur tel ou tel projet. Et le dernier point, qui est un point qui est assez important, c'est la coopération homme-machine. C'est essayer toujours de concevoir des systèmes qui vont essayer d'enrichir en fait, la vie et le travail des humains plutôt que de se mettre en compétition avec ces derniers.
Voilà. Donc c'est le 8 points, voilà, c'est une charte voilà, qui a été produite. On a réussi voilà, à impliquer des gens, par exemple au Québec, on en a un petit peu parlé avec eux. Il y a aussi des discussions avec Nantes Métropole. Je sais que Nantes Métropole a une charte de la donnée, dont une partie voilà, a été un petit peu inspirée par cette charte de Neonedia. Et l'idée étant que voilà, ça peut être aussi un référentiel pour des individus ou des entreprises qui pourraient construire des algorithmes et essayer voilà, de respecter ces différents aspects. Donc voilà, je vous remercie. Si jamais vous voulez nous contacter, vous avez notre adresse email et également le site que vous pouvez consulter. Donc si vous avez des questions, je crois que c'est le moment. Bon, c'est vrai que c'est le matin et en plus j'étais d'une clarté absolue, donc je suis sûr que vous n'avez pas beaucoup de questions. Mais si vous en avez, il ne faut pas hésiter. Je suis bien. Ouais. 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 Sur les biais cognitifs, oui. Ouais. Si, oui, bah oui, en théorie, la machine pourrait être plus performante, mais c'est pareil, on arrive aussi à des effets de seuil jusqu'à où en fait la machine va prendre des décisions à partir de l'homme. Et aussi le problème de l'éthique, c'est que l'éthique, elle est toujours relative. Il va y avoir des gens qui vont considérer que telle chose est bonne et d'autres gens qui vont considérer que telle chose est mauvaise. Donc on peut avoir, par exemple, je sais qu'il y a eu il y a des algorithmes qui sont prévus, par exemple, pour, employés par des RH, par exemple, qui pourraient filmer les gens pendant des processus de recrutement et qui pourraient détecter voilà, si les gens sont vraiment enthousiastes ou pas. Bon, c'est une notion qui est un petit peu subjective, mais par exemple, quand vous êtes vraiment excité par quelque chose, vous avez des petits signes qui sont imperceptibles au niveau de votre visage, qui vont montrer que vous êtes enthousiaste. Le problème de ça, c'est que quelqu'un, il peut ne pas être enthousiaste parce qu'il s'est engueulé avec son petit copain ou sa petite copine la nuit d'avant, ou parce qu'il y a tel ou tel événement. Et en fait, une machine ne va pas pouvoir... elle va pouvoir analyser qu'il y a un biais cognitif... en fait, éviter le biais cognitif d'un être humain, mais elle ne va jamais vous pouvoir faire mettre les choses en contexte. C'est ça qui est un petit peu problématique avec... les biais cognitifs, en fait, je pense qu'il faut pas y échapper. Je pense que vraiment la chose la plus importante, c'est d'être conscient en fait de ses propres biais. Comme je disais, absolument tout le monde a des biais cognitifs qui peuvent être positifs d'ailleurs. Hein. Des fois, il y a des gens qui disent tel type de personne immédiatement, elle m'est sympathique, etc. Je vais faire des choses pour eux. Et tel autre type de personne, ben non, ils ne me sont pas sympathiques pour telle ou telle raison. Et être conscient de ses propres biais, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et du coup, penser que l'IA pourrait être plus performante là-dessus, ben oui, sans doute, mais comme elle peut jamais vraiment contextualiser les choses, c'est un peu compliqué. Il y a une étude donc, qui a été faite en Chine en ce moment aussi, où il y a des algorithmes qui détectent à l'entrée de certains bâtiments stratégiques si les gens semblent être un petit peu déprimés ou réfractaires au fait de rentrer dans le bâtiment. Donc la première idée, c'était de dire si on a par exemple des bâtiments qui sont liés à la sécurité nationale, ben, en fait, ça pourrait être utile donc, pour un État de dire éventuellement telle ou telle personne, elle serait peut-être éventuellement un peu borderline. Mais voilà, on commence à rentrer vraiment un peu dans du George Orwell, quoi, où on commence à avoir une surveillance de masse et on pourrait essayer de dire ce qu'on pourrait détecter. Alors ça peut être aussi employé pour des choses positives, hein, toujours dans le domaine des RH. Il y a plein d'analyses qui ne sont pas forcément du tout basées sur la vidéo, qui essaient de déterminer quels sont les employés qui sont à risque de partir. C'est une technologie qui commence à plutôt bien marcher. Qui vont analyser un certain type de pattern, de données, pour voir est-ce que tel ou tel employé a des chances de quitter votre entreprise. Et là aussi, les limites, elles sont difficiles entre avoir cette information qui peut être faite d'une manière totalement positive. On peut aller voir un employé en disant
est-ce que tu as des problèmes en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Et tout. Mais ça peut être aussi un système de surveillance. Donc pareil, voilà, les limites sont assez... Et c'est pour ça qu'en tant que citoyen, vous devez avoir une opinion sur ces sujets-là et suivre la législation qui est autour de ce type de problème. Je crois qu'on arrive sur la fin. Donc s'il y a, je sais pas, peut-être une question supplémentaire. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur la coopération homme-machine et la responsabilisation, parce que dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de voir des fois où des recommandations proposées par la machine, les humains avaient du mal à les contrer, justement. C'est-à-dire qu'accepter par défaut très facilement les recommandations. Et donc, la question que je me pose, c'est très bien de laisser la main à l'humain en termes de responsabilisation, mais dans quelle mesure est-ce qu'on va être sûr que l'humain va être en capacité de contrer et de prendre ses responsabilités face à la machine? N'est-ce pas une trop grosse responsabilité pour un humain que d'aller contre une recommandation? Enfin, ok, je vois ce que vous voulez dire. Oui, ça peut être une très grosse responsabilité, mais enfin, c'est peut-être une opinion personnelle. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on est des êtres humains, quoi. C'est qu'on peut aussi faire des erreurs et que finalement, les erreurs humaines, c'est aussi ce qui peut nous enrichir, même si ces erreurs humaines peuvent avoir aussi des conséquences négatives sur d'autres êtres humains. Je pense que le fait de donner un... Là aussi, pareil, c'est des effets de seuil. C'est savoir à quel niveau est-ce qu'on va donner l'autorisation à une machine de prendre des décisions. Il y a aussi le fait que les décisions de la machine peuvent être également... voilà, les paramètres de base de l'algorithme peuvent être eux-mêmes liés à des biais qui sont humains. Et c'est là qu'en fait, on a une optimisation des biais plutôt que d'essayer de les contrer. Alors, il y a quelques solutions techniques. Par exemple, il y a des librairies avec ce qu'on appelle des algorithmes éthiques qui vont prendre en considération, qui ne vont pas forcément essayer de chercher d'avoir ce qu'on appelle une sortie maximale, mais essayer de prendre en considération d'autres facteurs qui pourraient être codés au sein de l'algorithme. Donc ça, par exemple, c'est une piste où on pourrait essayer d'essayer de faire des algorithmes qui soient de plus en plus fiables et qui prennent également en considération un certain nombre de choses. Mais là encore, c'est les facteurs externes qu'on va mettre au sein d'un algorithme, s'ils sont basés sur nos croyances, sur nos opinions. Ça peut être des opinions politiques, des opinions aussi personnelles, l'opinion d'une entreprise. Et donc c'est toujours ces effets de seuil qui sont un petit peu difficiles. Alors oui, parfois on voit des êtres humains qui prennent des décisions complètement irrationnelles. Ça c'est clair. D'ailleurs on le voit, on a l'impression qu'en ce moment il y a eu de plus en plus de gens qui croient en des choses qui des fois, j'ai lu que 30% des Brésiliens croyaient que la Terre était plate. Mais peut-être qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, où c'est difficile de prendre des décisions. Et je pense que quand un être humain prend des décisions, effectivement, il y a toujours la facilité d'expliquer des problèmes complexes avec des solutions qui sont simples. Et ce qui est important, c'est de comprendre que le monde est complexe, ça demande des solutions complexes, que lorsqu'on a des groupes d'êtres humains, c'est quand même beaucoup mieux de prendre des décisions à plusieurs que tout seul. Et à mon avis, l'intelligence artificielle elle est plutôt là pour accompagner ces décisions plutôt que de déresponsabiliser les humains. Mais après, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles il n'y a pas vraiment de jugement ou des tâches qui sont ce qu'on appelle des tâches qui sont complexes et répétitives, dans lesquelles les IA pourront prendre des décisions sans doute beaucoup plus rationnelles que des êtres humains. Il y a par exemple des algorithmes de gouvernance économique qui peuvent aider les entreprises à prendre des décisions qui seront sans doute beaucoup plus rationnelles qu'un être humain. Mais la question est de savoir jusqu'à où, quel type de décisions peuvent prendre les IA par rapport à des humains. Et ça, c'est un vrai débat citoyen. Il y a une question sur le chat. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre. J'essaie de faire vite alors.
Alors, c'est une question de Christophe qui veut savoir si la sûreté des véhicules autonomes était si importante, parce qu'il lui semble que il a semblé comprendre que les compagnies d'assurance indiquaient que leur sûreté était très relative. Bon, il y a des... Je pense que les compagnies d'assurance, en fait, elles n'aiment pas trop les véhicules autonomes parce que ça pose énormément de problèmes juridiques. Moi, j'ai lu que les véhicules autonomes étaient quand même très fiables, mais dans des environnements qui étaient relativement contrôlés. Il y a déjà, par exemple, des couloirs d'autoroute en Californie pour les camions. Voilà, ça a l'air de très bien fonctionner. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un accident avec une voiture autonome, tout le monde en parle. Mais s'il y a quelque chose sur lequel même les compagnies d'assurance, je pense, seraient d'accord, c'est qu'une très grande majorité des accidents de voiture sont liés à un être humain. C'est un être humain qui fait une erreur et qui cause un accident. Donc on pourrait penser, je pense, d'une manière assez raisonnable, qu'une voiture conduirait mieux qu'un être humain. Voilà. Après, je pense que les infrastructures, qu'elles soient au niveau légal, qu'elles soient au niveau technique, ne sont pas du tout prêtes à moyen terme. Et puis aussi, il va falloir à un moment se décider sur l'éthique, voilà, des voitures autonomes, quel va être le choix d'une voiture autonome. Mais on parle de plus en plus à ce que la résolution des problèmes d'assurance, c'est que ça soit finalement la voiture qui soit assurée dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achèteriez une voiture, le contrat d'assurance va avec la voiture. Le contrat d'assurance n'est plus lié au conducteur. Voilà, donc c'est l'une des pistes qui est envisagée par les compagnies automobiles, et ça pourrait d'ailleurs être étendu à d'autres systèmes. C'est le fait que c'est le système en lui-même qui est assuré et pas l'utilisateur. Donc si vous avez des gros malus, l'avenir semble radieux. Je crois qu'on n'a plus le temps, ou éventuellement rapide. Bon voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés par l'association, on fera une présentation très rapide à 11h des différents projets. Puis si jamais vous êtes intéressé par notre démarche, vous avez des questions, vous voulez participer, vous avez notre adresse email. Merci beaucoup.